Donc là, on va laisser parler Maëlys et Martine Aubry. Alors, mes chers amis, mes chers camarades, je pense que vous êtes tous comme moi ce soir. C'est un moment de bonheur, je le dis très simplement. D'abord parce qu'on accueille Raphaël. On l'attendait depuis un certain temps. Enfin, il est là. Et pour le dernier meeting, merci à toi, merci à Olivier. Et deuxièmement, parce que tous ceux qu'on a entendus ce soir, je n'y reviendrai pas pour tous et j'aimerais tous les citer, nous ont expliqué pourquoi il était essentiel qu'on soit ensemble. Pourquoi tous ensemble, on peut remuer beaucoup de choses, des montagnes. On peut renverser peut-être le libéralisme financier, en tout cas, celui qui existe aujourd'hui. Et surtout, ils nous ont montré très concrètement combien le rassemblement de ceux qui croient en une Europe sociale, écologique, démocratique, une autre Europe, eh bien, peuvent ensemble changer les choses. Voilà, et moi, je le dis franchement, c'est un vrai moment de bonheur dans une période qui n'est pas simple, il faut bien le reconnaître, où nous doutons tous. Et le moment de bonheur principal, c'est que tout le monde a salué les militants. Et les militants socialistes et radicaux, bien évidemment, mon cher Guillaume. Eh bien, ces militants, ceux qui sont là aujourd'hui, tu le disais à l'instant, Olivier, ceux qui n'ont jamais courbé les chines, ceux qui parfois pleurent quand on renonce à ce que nous sommes, mais ceux qui sont tellement heureux quand nous défendons nos valeurs, nos convictions, quand nous faisons avancer, et tu l'as dit, et vous l'avez dit tous, dans l'histoire, nous faisons avancer le progrès. C'est-à-dire, je crois que ça a été, ça y est, je ne sais plus qui l'a dit, c'est toi Paul peut-être, non? Que ton grand-père l'a dit à ton père, tu l'as dit à tes enfants, tout simplement l'idée du progrès, demain doit être pour tous et pour chacun meilleur qu'aujourd'hui. C'est ça le socialisme finalement globalement. Et c'est cela que tous les militants de gauche défendent avec force à un moment où on a l'impression que tout recule, que le nouveau monde est, comme tu l'as dit Olivier, un ancien monde et qu'il nous amène au mur aujourd'hui. Donc, vraiment un vrai moment de bonheur qui a commencé avec Roger, grand-mère de l'homme, et qui a fait une formidable campagne dans le Nord avec son courage que l'on connaît. Alors moi, j'ai été à connaître, cher Raphaël, des amis. Voilà, donc je les salue, les candidats des Hauts-de-France. Et puis je salue aussi Jean-Marc Germain, parce que Jean-Marc, il a un peu des Hauts-de-France. Il est resté dans notre cœur et je sais qu'il a Lille aussi dans son cœur. Et je le dis ici devant tout le monde parce que je ne lui dis pas souvent. Sans lui, il n'y aurait pas eu de 35 heures d'emploi jeune et il n'y aurait pas eu non plus peut-être une certaine résurrection du Parti socialiste, celle que Olivier est en train de porter aussi aujourd'hui. Voilà, donc merci aussi d'être là. Olivier, ça a été dit par tout le monde, mais moi je veux le redire très fortement. Tu as décidé d'essayer de réunir la gauche social-démocrate qui veut une autre Europe, pour dire les choses rapidement. Ce n'était pas facile, y compris dans nos rangs, certains ne l'ont pas compris. Je crois que maintenant tout le monde l'a compris. Et après ce soir, si tout le monde avait été là ce soir, tous les militants socialistes, il n'y en a pas un qui aurait douté du choix que tu as fait. Et tu l'as fait en disant « la gauche n'est jamais aussi belle que lorsqu'elle est rassemblée ». Et ça, nous le savons. Et l'histoire nous le dit, d'ailleurs. Vous l'avez rappelé les uns et les autres. Alors bien sûr, nous avons eu la chance que Raphaël se lève, comme il dit, pas avec tous les codes, tant mieux, voilà, mais avec une fraîcheur et surtout une conviction que moi je crois totalement sincère depuis le début. C'est pour ça que dès le départ, j'ai pensé que tu avais eu raison. Bien sûr, on aurait aimé dépasser une alliance de 4, que nous voyons derrière nous, de 4 organisations. Mais certains qui pourtant crient tout haut oui, il faut que la gauche soit rassemblée, nous sommes pour l'union, tout bas disent et moi, et moi, et moi. Mais on les a beaucoup entendus et je le regrette aussi quand ce sont particulièrement d'anciens camarades. Mais je pense que cette première étape était indispensable, que c'est un geste fort, c'est un geste inédit, Olivier, d'avoir compris à un moment donné, historique, qu'il fallait mieux se mettre derrière une personne qui est arrivée à un moment donné, dont tu as bien compris qu'elle représentait fortement les valeurs et les convictions qui sont les nôtres, et que c'était l'avenir de la gauche et donc l'avenir de notre pays et de l'Europe qui imposait ce choix. C'était courageux de le faire, c'était pas simple de l'expliquer à tout le monde, et je crois qu'aujourd'hui tout le monde a compris que tu avais raison. Et cela, je le dis, quels que soient les résultats qui ne seront pas ceux des sondages, j'en suis convaincue, que nous attendrons dimanche, il y a là le début d'une histoire qui n'a pas fini d'exister et qui renversera tous ceux que nous voulons renverser.
Alors, mon cher Paul, voilà, de toute façon, il dit, je me sens ici chez moi, mais les Belges sont ici chez nous. Voilà, vous le savez bien, comme on est chez eux. D'ailleurs, on a été plus flamands que wallons, mais les wallons sont socialistes. Alors voilà, on se sent très fortement proche des socialistes, d'Elio, de toi aujourd'hui, cher Paul, et tu nous as montré une fois de plus combien nous avions intérêt à travailler ensemble, à être ensemble, et tu nous as apporté une belle leçon ce soir, comme celle que tu portes, parce que je suis moi aussi très fortement la campagne belge, d'abord parce qu'on espère que vous allez amener le plus de candidats possible élus, et comme le combat que tu as mené, notamment sur le traité de libre-échange avec le Canada, sur le CETA, dont tu nous a parlé et sur lesquels je reviendrai. Je voudrais saluer tous ceux qui ont parlé, je l'ai dit, Anne, vous-même. J'ai appris que j'avais un second père, je n'aurais jamais osé l'imaginer. Je pense qu'y compris le premier serait heureux de le savoir. En tout cas, pour moi, c'est vraiment avec beaucoup d'affection que j'ai entendu cela. Anne, avec Réveillez-vous, eh bien, elle nous a effectivement réveillés. Et je ne sais pas où est Stéphane aujourd'hui, mais je crois qu'on peut lui dire, mon cher Stéphane, on est toujours aussi indignés. Peut-être encore plus aujourd'hui qu'hier, parce que ça ne s'arrange pas. Donc l'indignation, on la porte en nous. Et Anne nous a réveillés. Elle nous a réveillés avec le pacte finance, emploi, climat, qui est un peu la colonne vertébrale de notre projet. Voilà, donc disons-le simplement. Puis je voudrais apporter à un ami cher, Éric, qui nous a montré que des députés socialistes sortants ont un poids, ont une vision, et c'est cela même qu'on va renvoyer, j'espère, au Parlement, toi en tout cas, le pourfendeur de Monsanto et des autres lobbyistes de l'agrochimie. Voilà, tous ceux qui ne t'aiment pas et qui font que c'est nous qui t'aimons. Et voilà, on est plus nombreux qu'eux, hein, je te rassure. Et tu nous as montré encore ce soir tout ton talent. Alors, ma chère Claire, je te tutoie, tu m'as vouvoyé, peut-être à cause de mon âge, ça m'a un peu déplu, donc je vais te tutoyer. Tu as fait une campagne assez décoiffante, il faut bien reconnaître, et percutante. Voilà, là aussi, la façon d'être soi-même, de défendre ce que l'on est, et d'être capable aussi d'entendre les autres, et tu as fait un plaidoyer formidable pour nos amis socialistes, nos camarades socialistes, les militants socialistes, et je t'en remercie beaucoup, parce qu'encore une fois, si parfois on doute, c'est grâce à eux qu'on reste là où on est et qu'on continue effectivement le combat. Je voudrais saluer aussi Guillaume Lacroix, parce que on dit toujours en rigolant qu'avec les radicaux on ne s'entend pas, puis finalement on s'entend toujours quand le combat est nécessaire pour faire avancer nos idées. La République qui t'est si chère, et t'as bien fait de rappeler que la fraternité, c'est cela qui nous permettait aujourd'hui sans doute d'ouvrir le monde. Et puis je voudrais saluer Martine Filleul, notre première secrétaire fédérale, saluer Patrick Caner, parce que Patrick, avec Boris Vallaud à l'Assemblée nationale, tous les deux, vous avez lancé ce référendum contre la privatisation d'ADP. Et je pense qu'il faut continuer ainsi parce qu'on reparle des socialistes, on reparle de la gauche quand on prend ce type d'initiative. Donc là aussi, je voulais le dire très fortement. Les députés ont demandé de faire un référendum d'initiative populaire, ce qu'on appelle, qui est au pouvoir des députés, de mettre cette mesure en place pour justement demander l'avis des citoyens sur cette privatisation de l'aéroport de Paris, qui a été validée donc par le Conseil constitutionnel, si je ne dis pas de bêtises, et donc qui va avoir lieu. Donc les Français vont pouvoir s'exprimer sur cette privatisation, ce qui est effectivement une véritable victoire démocratique, puisque ADP, rappelons-le, était majoritairement détenu par l'État français, et l'État français a souhaité le privatiser. Une élection, c'est d'abord défendre des valeurs, des convictions, des propositions dans un moment comme celui-là. Et nous aurions souhaité une confrontation projet contre projet, mais ça n'a pas été le cas. Nous aurions voulu faire le bilan d'une Europe qui déçoit, mais rappeler aussi ce qu'elle pourrait apporter ou ce qu'elle a apporté. Là aussi, ça n'a pas été le cas. Pour moi, l'Europe, par rapport aux autres continents, c'est ce continent qui croit que le volontarisme, la volonté des hommes et des femmes, leur intelligence, leur capacité de trouver les solutions aux problèmes et aux défis d'aujourd'hui peuvent changer effectivement le monde. Nous n'en remettons pas à la fatalité, comme certains continents, ou aux effets mécaniques du marché, comme d'autres. Nous pensons que les hommes et les femmes peuvent changer la vie, peuvent changer les choses, et c'est cela que nous voulons remettre au goût du jour, effectivement, aujourd'hui en Europe.
Et si on nous prive de ce débat, eh bien l'Europe va continuer à être le bouc émissaire de tous les renoncements que nous avons dans notre pays. C'est facile de dire toujours c'est l'Europe, quand on ne fait rien pour la changer, ou quand on ne fait que la critiquer, sans essayer effectivement de changer les choses. Et dans le fond, je pense que c'est un peu ce que souhaite aujourd'hui, en nous parlant de ce combat contre le Rassemblement national, comme la République en marche veut nous faire peur, mais nous on a peur aujourd'hui de ce qu'ils sont. Nous avons peur aussi de vers où ils mènent notre pays, vers où ils voudront demain mener l'Europe avec leurs alliés. Alors, ils veulent surtout masquer leur bilan. Et donc, on prend un ennemi pour essayer d'avoir un ennemi commun, c'est ça qu'ils souhaitent, pour essayer d'éviter de parler de cette crise morale, sociale, économique que traverse notre pays et qui est plus profonde encore depuis que Emmanuel Macron est président de la République. Ils veulent confisquer le vote, personne n'est dupe, ils veulent nous rejouer la présidentielle. Mais là, on n'est pas dans la présidentielle. On a un vote d'un seul tour où je dirais à chacun, votez pour vos idées, pour vos convictions. Et si vous voulez que les choses changent, eh bien, il faut effectivement voter pour notre liste, cette liste Envie d'Europe, qui réunit des hommes et des femmes de gauche. Alors, il nous explique que c'est le débat des progressistes contre les nationalistes. Emmanuel Macron, progressiste. Ça nous paraît quand même étonnant. Emmanuel Macron qui, finalement, en faisant cela, est en train de légitimer le Rassemblement national. Le seul ennemi que l'on aurait en France, c'est le Rassemblement national. Le légitimer ainsi, ça veut dire qu'on légitime un parti qui nous propose le grand bond en arrière pour l'Europe, qu'on légitime un parti qui regarde Trump pour nous dire qu'il faut nous mettre des barrières, voire des murs aux frontières de l'Europe et de notre propre pays contre ceux qui voudraient y venir. Voilà ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron, et c'est un affrontement qu'il espère, parce qu'évidemment, il espère ainsi qu'on ne parlera pas de lui. Alors, cela augure mal aussi de ses alliés, de la LDE, les libéraux européens, parce que c'est cela, les alliés d'Emmanuel Macron, et de ce qu'ils pourront faire. Alors, le progressisme. Est-ce que vous croyez qu'il y a un seul Français aujourd'hui qui pense qu'Emmanuel Macron est progressiste? Ceux qui votent pour lui sont ceux qui pensent qu'ils y gagnent. Voilà, ceux qui ont de l'argent et qui en ont encore plus depuis qu'il est là, ou ceux qui croient en son discours. Mais je crois que personne ne pense qu'il est progressiste, avec cette idée du progrès dont on parlait tout à l'heure. Un progressiste n'aurait jamais employé les mots qu'il a employés pour humilier les Français. Je pense évidemment, et nous on le pense surtout dans le Nord, une des premières choses qu'il avait dit quand l'entreprise GAD a fermé, c'est normal, ce sont des femmes et elles sont illettrées. Cette entreprise ne peut pas être compétitive. Merci. Ce jeune chômeur à qui il dit « traverse la rue, tu trouveras un emploi ». Ou cette façon, je crois que c'est la phrase la plus terrible, de dire on rencontre tout le monde dans une gare, ceux qui ont réussi et ceux qui ne sont rien. Comment peut-on dire cela? Des hommes et des femmes qui ne sont rien. Voilà, cet homme-là serait progressiste, mais à qui fera-t-il croire ça? Depuis 2 ans, les inégalités explosent. 0,1% des plus riches ont vu leur pouvoir d'achat augmenter de 20%. Il a supprimé l'ISF, on l'a redit, et rendu 5 milliards d'euros aux 1% les plus riches. Voilà le progressisme d'Emmanuel Macron. Un progressiste n'aurait pas baissé de 5 € l'APL, n'aurait pas supprimé les emplois aidés, n'aurait pas augmenté la CSG pour les retraités, n'aurait pas décidé que les pensions de retraite ne seraient plus valorisées. Alors bien sûr, il revient sur ces 2 dernières mesures après la crise des Gilets jaunes, c'est une bien faible compensation de tout ce qu'il a réalisé. Et puis, et nous y sommes très sensibles ici, un progressiste défend le droit du travail et les droits des travailleurs. C'est même notre fondement, le fondement du progrès. Un progressiste n'aurait pas fait voter la loi travail qui rend aujourd'hui extrêmement facile les licenciements, pour ne prendre que cet élément-là. Il ne diminuerait pas les allocations chômage, comme il nous l'a annoncé, d'ailleurs, il y a quelques jours. Il ne parlerait pas de travailler plus longtemps et de repousser l'âge de la retraite. Là aussi, en nous faisant croire que l'âge de la retraite restera à 62 ans. Oui, vous pourrez partir à 62 ans, mais vous n'aurez plus votre retraite complète. Là aussi, c'est Emmanuel Macron qui vous raconte le progrès. Donc, il faut évidemment décrypter. Enfin, ça a été dit, mais je pense qu'un progressiste n'aurait pas mis à la tête d'une liste aux élections européennes une candidate qui pense, et Olivier l'a dit, que les réfugiés s'adonnent à un shopping de l'asile, qui emploie des métaphores guerrières lorsqu'elle parle de la façon dont on pourrait les repousser.
une candidate effectivement catastrophe, tu l'as dit, puisqu'elle a disparu, y compris des affiches de sa propre campagne. Mais on était habitués, nous, avec les députés, puisque personne ne sait pour quel député il a voté quand il a voté pour République En Marche. Il a cru qu'il votait pour Emmanuel Macron. Voilà. Ça a donné des surprises, ici en particulier. Mais pas seulement ici. Ça me permet de saluer nos camarades de Toulouse, de Bretagne, de Seine-Saint-Denis, de Seine-Maritime qui sont là ce soir et tous les autres. Voilà, parce que je crois qu'on a tous vécu à peu près la même chose. Je crois qu'il ne faut pas chercher très loin pour trouver des progressistes. On les a entendus toute la soirée. Ceux qui défendent en effet, et nous sommes les seuls, une Europe qui soit à la fois plus sociale, plus écologique, plus démocratique. Eh bien, les progressistes, Monsieur Macron, ils sont ici, ils ne sont pas ailleurs, derrière Raphaël, avec tous ceux que nous avons eus, derrière Paul en Belgique. Et je suis désolée de le dire parce que j'ai toujours pensé que nous avions un long chemin à mener avec les écologistes. Ils ont vu plus vite que nous et ils ont eu raison de voir l'évolution du climat et la nécessité de changer les choses. Aussi, je suis plutôt triste, mais je le dis quand même, quand Jadot dit qu'il n'est ni à droite ni à gauche, que l'écologie est au-dessus des partis. Ça me rappelle autre chose. Je ne peux pas le comprendre, parce que si on pense que l'économie de marché peut permettre l'écologie, on se trompe. On voit bien ce qui se passe en Europe, n'est-ce pas, cher Eric, depuis tant de temps. Le principe d'une écologie de marché, ça n'existe pas. L'écologie, c'est le volontarisme. C'est la volonté de dire il faut changer le mode de production, le mode de consommation, la façon dont nous vivons, tout simplement, tous ensemble, et chacun. Eh bien, je suis désolée de voir ça. J'ai été encore plus désolée quand je l'ai entendu dire qu'il fallait aligner le statut de la fonction publique sur celui du secteur privé. Est-ce parce qu'ils pensent que les Français pensent que les fonctionnaires ne font rien, comme la droite l'a toujours dit? Mais comment un écologiste peut dire ça? Comment peut-il penser qu'il ne se situe pas, au contraire, parce qu'il défend dans une ligne de progrès qui ne mérite pas de traiter ainsi soit les fonctionnaires, soit les avancées sociales que nous voulons faire? Voilà. La France insoumise, vous me direz, elle est à gauche? Oui, elle est à gauche, très certainement. Mais là, moi, c'est la politique telle que je ne peux plus la supporter, celle des coups de menton, celle qui prend le risque fou d'une France qui sortirait de l'Europe et qui sortirait ainsi de l'histoire. Alors, Jean-Luc et Manon, qui n'est pas ma fille, hein, je le dis tout de suite, parce que tout le monde me demande si c'est ma fille. Voilà, ce n'est pas ma fille. Voilà, je n'ai rien contre cette jeune femme, mais ce n'est pas ma fille. Je le dis quand même simplement, puisqu'encore dans le métro, ce matin à Paris, on m'a posé la question avec un peu d'agressivité, je dois reconnaître, et après il y a eu un grand sourire, donc j'ai été quand même un peu rassurée. Voilà, enfin Manon et donc Jean-Luc nous parlent d'un plan B, mais ce n'est pas un plan B, c'est un plan F, c'est Frexit. Frexit, la sortie de la France, puisque eux, ils considèrent qu'on ne peut rien faire en Europe. Et nous, on pourra toujours l'attendre, ce plan B. On sait bien qu'il n'arrivera pas. L'Europe, je le redis parce que c'est pour moi essentiel. Il y a ceux qui vont aller, effectivement, se salir les mains, aller travailler à l'intérieur de l'Europe. On connaît ça, n'est-ce pas Eric, n'est-ce pas Paul? Il faut y aller, il faut se battre, il faut changer les choses. Et puis il y a ceux qui préfèrent rester à l'extérieur par des grands coups de menton et crier. Moi, je me suis toujours inquiétée de ceux qui pensent qu'ils prospèrent du malheur des gens. Nous, les socialistes, je pense les écologistes aussi, ma chère Claire, je pense que nous, et les radicaux, bien évidemment, j'ai failli oublier, cher Guillaume, eh bien, nous pensons au contraire que la politique, c'est vouloir changer les choses, c'est être les pieds dans la glaise et sans doute pour l'Europe, la tête dans les étoiles, pour les changer, ces choses, donner un nouveau chemin. Et ce n'est pas simplement critiquer, crier, comme le font tous les extrêmes en général, sans jamais rien changer. Non, nous voulons changer. C'est plus compliqué, c'est plus difficile, mais c'est ce que nous voulons effectivement faire. Alors, qu'est-ce que nous défendons? Eh bien, nous défendons des réponses face aux urgences actuelles. Les urgences sociales, les urgences écologiques, évidemment, la montée des périls extérieurs, qui ne sont pas ceux dont on parle, mais plutôt le libéralisme dans le commerce mondial. Et nous sommes, vous l'avez tous dit, les seuls à défendre l'idée que justice sociale et transition écologique vont de pair et que l'un n'ira jamais sans l'autre. Concilier les justices sociales et transition écologique, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Olivier, il a donné 4 raisons pour montrer que c'était cela qu'il fallait faire. Mais cela nécessite une chose très claire, c'est de stopper le libéralisme financier. Voilà, on peut dire tout ce qu'on veut, tout ce que nous ont dit ceux qui parlaient chez les Gilets jaunes ou ailleurs, nous ont démontré qu'ils étaient
les victimes d'un système qui broie les plus pauvres, qui broie ceux qui n'ont pas eu la chance de naître dans une famille qui leur a permis de faire des études ou de réussir. Et moi, je pense que quand on ne veut pas rompre avec le désordre établi, avec le désordre social, avec le désordre écologique, eh bien, on ne peut se prétendre ni progressiste, ni européen. Parce que l'Europe, ce n'est pas ça. L'Europe des pères de l'Europe, c'est tout le contraire, effectivement, de cela. Alors, sans revenir sur notre projet, mais on aurait tellement aimé qu'on parle plus de ce projet pendant la campagne. Nous dire simplement que rompre avec le libéralisme financier, c'est d'abord renforcer la solidarité européenne et lutter contre le dumping social, qui a sans doute fortement alimenté le scepticisme des Français et d'ailleurs des autres pays face aux institutions européennes et donc face à l'Europe elle-même. Cela passe évidemment par la mise en œuvre d'un véritable socle européen des droits sociaux. On en parle depuis 20 ans. Il y a eu des mesures, des directives sur la partie hygiène et sécurité, mais rien sur le salaire, rien sur les droits fondamentaux à la retraite, par exemple, rien sur ce que vous avez proposé, ce droit à l'enfance, à une enfance digne, partout et dans tous les pays. Rien n'a été fait sur cela. Il est temps aujourd'hui d'en parler fort, avec ce salaire minimum européen que nous défendons, le droit à la formation pour tous et ce bouclier pour tous qui a été rappelé tout à l'heure et qui est tout à fait essentiel. Et puis bien sûr en finir avec la directive de travail détaché. Je le cite là pour une seule raison, c'est que Macron nous a dit c'est terminé et on sait que les principales mesures continuent à être appliquées. Nous défendons aussi le principe d'un véritable budget de la zone euro pour préserver et développer les systèmes de protection sociale et toutes les politiques publiques. Là aussi, ça a été dit. L'Europe, comme la France d'ailleurs, comme notre République, ce sont les services publics. C'est cela la vérité. Donner à chacun son droit et le rendre réel, le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à l'environnement, parce qu'aujourd'hui c'est un droit qui doit être comme les autres, eh bien ces services publics-là, ces grands investissements qui sont nécessaires, eh bien aujourd'hui il n'en est rien. On a été capable de trouver des milliards pour sauver les banques en 2008. Est-ce qu'on ne sera pas capable de trouver ces milliards pour aujourd'hui mettre en place ce socle des droits sociaux qui est absolument essentiel si nous ne voulons pas que le populisme continue à gagner? Car le populisme, ce n'est que la conséquence, en effet, de toutes ces causes qui sont le laisser-aller, le laisser-faire d'un libéralisme financier qui tue jour après jour les droits des individus et le droit des territoires, parce qu'il faut de plus en plus parler des territoires. Et puis rompre avec le libéralisme financier. Pour souligner le commentaire de Yasmine Eddy, qui donc a fait une petite précision sur ce qu'était ADP, et merci Yasmine Eddy. Donc il fallait 186 parlementaires pour déposer cette initiative partagée. Et maintenant, il faut un 10e du corps électoral pour organiser un référendum. Et l'initiative partagée, c'est-à-dire que les parlementaires ont un côté du coup sur cette démarche, ont un pouvoir sur cette démarche, et ensuite c'est aux citoyens de s'exprimer. Donc avec les 186 parlementaires, dont les principaux, les initiateurs ont été les parlementaires socialistes, et notamment effectivement Boris Vallaud, qui est aussi porte-parole du Parti socialiste. Sauver la planète, parce qu'aujourd'hui on en est là. On n'en est pas en train de se dire nous avançons vers le mur, nous sommes devant le mur. Et aujourd'hui, il n'y a qu'une urgence, celle d'agir et d'agir immédiatement. Et puis, bien évidemment, cela va permettre de changer le modèle de production et de consommation, de créer aussi beaucoup d'emplois dans les énergies renouvelables, dans l'économie sociale et solidaire, dans le transport, dans le logement, mais aussi dans tous les autres domaines qui permettront de mieux vivre ensemble, parce que ça fait partie aussi de ce changement écologique. À cet égard, sur la transition écologique, je crois qu'on peut à nouveau applaudir Éric Andrieux, parce que son travail contre le glyphosate a été essentiel. Et certes, on ne se satisfait pas d'une interdiction dans 5 ans. On aurait préféré que la France le fasse tout de suite, mais là, il ne faut pas attendre le progressiste Macron pour le faire. Mais en tout cas, sans toi, je pense que ça aurait été renvoyé à Mathusalem, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, nous sommes arrivés à un point de survie pour l'espèce humaine, et donc aujourd'hui, on n'a pas le choix, et on a bien raison aujourd'hui de dire qu'il faut agir tout de suite, parce que les premières victimes, dans notre pays comme dans le monde, ne seront pas ceux qui ont conduit à ce changement climatique. Ce sont les plus pauvres. Les plus pauvres parmi nous et les plus pauvres dans le monde. Et ça, je crois que quand on est écologique et quand on est socialiste, on ne peut pas ne pas penser évidemment à cela. Je
dirais aussi un mot, parce que vous avez été nombreux à le faire, et moi je suis heureuse quand j'entends parler de réfugiés. Parce que réellement, le populisme fait qu'on n'en parle pas. On n'en parle pas parce que les Français, ils n'aiment pas les fonctionnaires, ils n'aiment pas les étrangers, ils n'aiment pas les réfugiés. Eh bien, moi, je peux vous dire que quand on tient un autre discours, quand on explique aux gens ce qu'ils ont vécu, quand ils ont fui la guerre, les persécutions, la faim, quand on fait parler ces réfugiés qui sont aujourd'hui à Lille, comme ce sont aujourd'hui des Soudanais, qui ont été, grâce à Sanchez, accueillis à Valence, la honte de la France d'avoir laissé passer l'Aquarius sans qu'il s'arrête à Marseille, là où il y avait un port d'attache prêt à les accompagner. Macron a essayé de se rattraper après en prenant quelques-uns. Eh bien, on les a accueillis à Lille. Eh bien, comme on avait accueilli l'année d'avant des Syriens, des Afghans, ici même, et qui aujourd'hui sont des Lillois, sont installés dans leur logement. Chacun d'entre eux, dans chaque famille, une des personnes travaille. Les enfants sont tous scolarisés. Eh bien, aujourd'hui, nous avons ces jeunes Soudanais qui ont une joie de vivre et une volonté d'aider, d'accompagner, de s'insérer extraordinaire. Et quand on les laisse parler et quand ils racontent leur histoire, eh bien, moi, je suis convaincue que 90% des Français, s'ils les entendaient, eh bien, diraient oui, ouvrons-leur les bras. Ouvrons-leur les bras. Et pas cette indignité qu'a été l'Europe jusqu'à présent. Pour des gens de gauche, c'est quand même, et j'en ai fait partie, j'ai applaudi Angela Merkel. Et je ne le regrette pas, parce que c'est la seule qui a sauvé l'honneur de l'Europe. Elle en paye le prix aujourd'hui, mais l'Europe n'a pas été au rendez-vous, nous n'avons pas été au rendez-vous. Et ça, je crois qu'il faut le dire, et j'espère que demain, mon cher Raphaël, je sais que ça te tient très à cœur, et bien que demain, nous serons capables de défendre une autre thèse, justement, au Parlement européen, de montrer du doigt la honte qu'a été la position de l'Europe, qui n'a même pas respecté les grandes lois et le droit international lorsqu'il a fallu, effectivement, les accueillir. Alors oui, le principe d'un droit d'asile européen, sortir de cette logique kafkaïenne que nous vivons tous les jours avec des immigrés, des réfugiés qui sont parmi nous de cet accord de Dublin, il faut vraiment en sortir au plus vite et puis fonder une solidarité européenne pour effectivement savoir répartir et accompagner ceux qui viennent parmi nous. Je suis convaincue que si l'Europe avait été au rendez-vous, l'Italie ne serait pas aujourd'hui aux mains de l'extrême droite. Nous avons laissé l'Italie prendre tout le poids de notre honte et de nos renoncements. Et la population de Lampedusa, qui avait accueilli les bras ouverts tous ces réfugiés, a finalement changé de bord, parce que quand on est débordé par les difficultés de tous ces hommes, de toutes ces femmes, eh bien, brutalement, on ne veut plus les voir. Voilà. Et l'Italie tout entière s'est dit pourvu qu'on ne devienne pas comme Lampedusa. Et l'Italie tout entière a entendu les populismes et a voté pour l'extrême droite. Nous aurions été là, nous, l'Europe, pour dire on partage, on répartit, on accueille ces personnes qui se sont battues, comme se sont battus, et ça a été rappelé tout à l'heure, les Espagnols, les Italiens, les Vietnamiens, tous ceux qu'on a accueillis dans notre histoire passée et qui sont aujourd'hui des Français, eh bien, nous aurions fait cela, eh bien, je peux vous dire qu'on n'en serait pas là en Europe aujourd'hui. Et on n'aurait pas laissé la Pologne s'exprimer comme elle s'exprime, la Hongrie s'exprimer comme elle s'exprime. J'ai entendu très peu de chefs d'État s'opposer à ces propos. Et je ne parle pas de la déchéance de nationalité et des propos qui ont été tenus vis-à-vis de Angela Merkel à Munich, un vrai choix, il faut bien le dire, qui m'ont évidemment, comme tous les militants socialistes, scandalisés. Voilà, eh bien là, Raphaël, on compte sur toi aussi là-dessus, tu vois, peu à peu, tu vas dire, c'est peut-être un peu lourd tout ce que vous voulez que je fasse, mais pour avoir encore discuté tout à l'heure avec toi, je crois que tu en as l'envie, le goût et le volontarisme. Voilà, et c'est avec toi une première étape, ça a été dit, du rassemblement de la gauche. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, vous le reconnaîtrez avec moi, mais finalement, quand on écoute tous ceux qui parlent ce soir, on se dit, la gauche, elle est là. La gauche, c'est-à-dire la politique avec un grand P comme celle que tu défends, la vraie politique, c'est-à-dire défendre ses valeurs et ses convictions et pas changer, et on en a tous malheureusement dans nos partis, au gré du vent ou de ses intérêts propres, non, voir loin et se dire, j'aime bien cette phrase, je cite rarement François Mitterrand, j'ai eu quelques désaccords avec lui, parfois les mêmes que les tiens. Eh bien, quand il a dit, quand on croit que ce que l'on fait est juste, il faut garder la nuque raide. Voilà, gardons la nuque raide. Nous avons raison de défendre une Europe sociale et écologique. Eh bien, gardons la nuque raide. C'est pas facile en ce moment, mais derrière Raphaël, on va y arriver. Avec toi, mon cher Paul, j'en suis convaincue. Voilà.
Alors, je voudrais juste, en te redisant merci, et en disant merci Olivier d'avoir pris ce qui était pour tous un risque, mais qui est aujourd'hui une évidence. Je te le dis, et bravo, ce n'était pas évident de le faire. Il faut vraiment t'applaudir. Et Guillaume, bien évidemment. Voilà, et moi j'ai envie de m'adresser juste aux Français pour ces, comme on l'a dit, ces 4 derniers jours, en leur disant, dans le fond, vous allez mettre un bulletin dans l'urne, oui, parce que vous devez vous déplacer. Vous ne pouvez pas sans arrêt rouspéter, dire que vous n'êtes pas d'accord, que tout va mal, que votre vie va mal, que vous êtes inquiet pour vos enfants, pour vos petits-enfants, et pas vous déplacer lorsqu'il y a une élection européenne. Alors ça, c'est pas possible. Moi, je ne veux plus entendre ceux qui s'abstiennent. Il faut aller et voter. Voter pour ce à quoi vous croyez. Et moi, je vais vous dire, ce que vous voulez, vous choisirez. Dans cette élection, finalement, il y a ceux, les amis de Wauquiez et de Juncker, au pouvoir depuis 15 ans, qui, eux, vous disent « dorénavant, demain, ça sera comme avant ». Donc, on ne change rien. Et c'est exactement ce que veut Emmanuel Macron, d'ailleurs. Il y a ceux, les premiers de cordée de la mondialisation financière, avec qui, dorénavant, ça sera pire qu'avant. Et on voit très bien à qui je veux faire allusion. Et puis, il y a ceux qui veulent rompre avec le désordre établi, qui veulent une Europe dont le moteur ne sera plus le profit, mais le progrès. Une Europe dont le mantra ne sera plus le marché, mais la justice sociale et l'écologie. Une Europe dont le nom ne sera plus synonyme de concurrence, mais de providence. C'est cela aussi qu'il faut retrouver, cette Europe-providence qu'on a lâchée il y a quelques 15 ans. Et cela, je dirais très simplement, avec beaucoup de tristesse, ça ne sera pas, Monsieur Jadot, qui en s'éloignant de la gauche, s'éloigne de l'écologie, de la véritable écologie. Ce ne sera pas Jean-Luc Mélenchon, oui, encore un ancien camarade, qui, avec sa stratégie plan A, plan B, on ne sait plus où on va. On sait simplement qu'on risque d'aller au mur. Ça, c'est certain. Alors non, je dis, mon cher Raphaël, tout le monde dit, il est gentil, hein, il est sympathique. Mais c'est parce qu'il a la tête dans les étoiles européennes. Voilà, il est déjà en train de penser à ce qu'il va faire avec tous nos camarades français, j'espère, mais aussi, heureusement que tu es là, mon cher Paul, parce que peut-être qu'on va atteindre les 41 qui nous manquent, parce qu'avec le beau score que tu vas faire. Eh bien, je dirais que ceux-là, les autres, par rapport à ceux qui ne veulent ne rien changer ou faire encore pire, eh bien, ceux-là, ils ont un gène, le social, et ils ont un rêve, l'écologie. Et ils veulent que les deux avancent effectivement ensemble. Alors moi, je le redis, vous savez, on s'est senti souvent un peu isolé en Europe. On parlait de Lionel Jospin tout à l'heure, on pourrait parler de cette période-là. Eh bien, moi, je dis qu'aujourd'hui, avec Paul Magnette et nos amis belges, avec Pedro Sanchez, qui fait un travail remarquable en Espagne, et nos amis espagnols, avec Antonio Costa et nos amis portugais, tu l'as très bien exprimé. Les Portugais, aujourd'hui, font exactement la politique inverse que leur a demandé le FMI et l'Europe pendant des années, et le Portugal ne s'est jamais aussi bien senti que ces dernières années, grâce à Antonio Costa et à la politique qu'il porte. Nicola Zingaretti, nos amis italiens, qui ont bien du mal aujourd'hui, mais là aussi, je pense que les Italiens, cette grande civilisation, vont vite se rendre compte que le populisme et l'extrême droite n'a rien à voir avec ce qu'ils sont. Jérémy Corbyn et nos amis anglais, Udo Bullmann et nos amis allemands, avec tout cela, eh bien, avec ceux qui sont ici à Lille, autour de Raphaël, je pense qu'effectivement, avec eux, demain, l'Europe, rien ne sera comme avant. Rien ne sera comme avant parce que la ligne va profondément changer et parce qu'on va prendre ce chemin social et écologique et démocratique, parce que cela aussi c'est important. Voilà. Alors, levons-nous quoi pour dire bravo à Raphaël. Voilà. On t'en met beaucoup sur le dos, mais je sais que tu seras capable de le porter avec nos camarades. Il faut aussi redonner l'espoir à la jeunesse, donc levons-nous. Pour le progrès social et écologique, nous sommes les seuls. Voilà, le Nord est avec toi, Raphaël. Martine Aubry, mesdames et messieurs!